Ici, l'enjeu n'est pas moral, il est pratique. Savoir comment une rupture politique, présentée comme nécessaire, peut produire des effets concrets sur la sécurité, l'économie et la cohésion sociale. Le texte annonce un pari risqué. D'un côté, la poursuite d'un statu quo décrit comme épuisant, où les procédures existent, mais où la vie quotidienne se dégrade. De l'autre, une rupture portée par des acteurs militaires jeunes, dont Ibrahim Traoré devient la figure la plus visible, avec la promesse implicite que l'action primera sur les symboles. Ce pari expose immédiatement à des pressions, sanctions, isolement, campagne de discrédit. La question centrale est donc simple. Cette rupture réduit-elle la violence vécue ou ne fait-elle que déplacer les coups ? C'est en cas de tension que les scènes suivantes vont suivre, pas à pas. Près de 60 millions de personnes, c'est la taille potentielle de l'espace humain évoqué quand le récit parle d'une alliance sahélienne en gestation. Cette donnée n'est pas présentée comme une promesse de puissance, mais comme un seuil critique. Au-delà de ce volume, toute pression extérieure change mécaniquement de coup. C'est ici que la figure d'Ibrahim Traoré est introduite, non comme une cause unique, mais comme un point de fixation narratif autour duquel cette masse devient visible. Pour comprendre cette mini-révélation, le texte remonte volontairement loin. Il rappelle deux morts politiques, Patrice Lumumba en 1961, puis Thomas Sankara en 1987, non pour rouvrir leur dossier, mais pour installer un schéma. À chaque fois, selon ce récit, un dirigeant qui touche au rapport de richesse et de dépendance devient une cible. Cette répétition sert de grille de lecture. Elle suggère une mécanique plus large que les individus, où l'exemple compte parfois davantage que l'arme. Le Burkina Faso est ensuite décrit comme le terrain d'application contemporain de cette logique. Le récit parle d'une démocratie piège, vécue comme formelle à l'extérieur et stérile à l'intérieur. On y vote, on applaudit, mais les écoles manquent de livres, les hôpitaux de médicaments et l'armée de moyens. Cette contradiction n'est pas présentée comme une anomalie passagère, mais comme une lente usure accumulée mandat après mandat. C'est dans cet espace que janvier 2022 apparaît comme un premier basculement. L'événement est accueilli favorablement, non par amour de la rupture, mais par fatigue. La sécurité devient prioritaire sur la procédure. Lorsque septembre 2022 survient, le récit opère une correction. Un capitaine jeune, issu du terrain, parlant le langage de la caserne plutôt que celui des sommets diplomatiques. Ibrahim Traoré incarne alors une idée précise. La légitimité par l'action, mesurée jour après jour, plutôt que par l'urne seule. La mini-révélation est là. Si la légitimité devient quotidienne, chaque retard, chaque échec, chaque succès compte immédiatement. La politique cesse d'être abstraite, elle devient une équation de survie. Pour rendre cette tension tangible, le récit choisit un visage ordinaire pour traduire l'abstrait. Ousmane, 58 ans, ancien enseignant, aujourd'hui vendeur de pièces détaché pour pouvoir acheter du riz, il n'est ni militant ni expert. Sa fonction est plus simple, servir d'unité de mesure. Il aurait voté à chaque élection, cru aux procédures, attendu des résultats. À la place, il décrit des écoles sans livres, des hôpitaux sans médicaments et une armée contrainte de reculer faute de moyens élémentaires. À travers Ousmane, les premières secousses deviennent lisibles. La capitale gonfle, dit le texte, parce que des voisins fuient, des familles dorment dehors, les routines se cassent. Ce tableau n'est pas spectaculaire, mais il est répétitif, et c'est cette répétition qui érode la confiance. Ousmane ne compare pas des constitutions. Il compare hier et demain matin. Il se demande si la nuit sera habitable. Un second tableau se dessine, plus dur. Le récit oppose des soldats poussiéreux, mal équipés, à des groupes armés circulant sur des motos neuves. L'écart choque. Il ne s'agit pas d'une analyse stratégique, mais d'une perception immédiate. Comment croire à un État qui promet la protection sans fournir les moyens ? C'est dans cet écart que la rupture gagne une forme de légitimité sociale. Lorsque Ibrahim Traoré apparaît dans cette séquence, il ne change pas encore les faits, il change le cadrage. Il parle depuis la caserne, pas depuis une tribune. Le texte insiste, ce n'est pas un héros, mais un traducteur entre la fatigue civile et l'urgence sécuritaire. La conclusion provisoire est nette, sans emphase. La politique touche la survie quotidienne. Avant la rupture, le récit décrit une trajectoire descendante lente, presque banale. Les alertes s'accumulent sans provoquer de correction durable. Village sous pression, service public à l'arrêt,
routes devenues impraticables et une armée qui recule faute de moyens. La scène extérieure, elle, reste stable. Sommets, communiqués, félicitations diplomatiques. Ce décalage prépare le déclenchement. La priorité cesse d'être la conformité procédurale. Elle devient la protection immédiate. Le premier basculement, en janvier 2022, s'inscrit dans cette fatigue. Il est accueilli favorablement non par rejet de la démocratie, mais par lassitude face à une promesse jugée creuse. Les rues se remplissent. Le récit insiste. Quand on se noie, on ne demande pas le pédigree de la main tendue. L'attente est simple et brutale. Si la sécurité progresse, la rupture sera tolérée. Si elle échoue, elle sera rejetée sans indulgence. Le point haut se construit ensuite par contraste. Le pouvoir censé incarner le renouveau est accusé de reproduire l'erreur centrale, conserver les mêmes réseaux, écouter les mêmes conseillers, maintenir les mêmes dépendances. Dans la narration, les violences continuent, l'insécurité s'étend et la confiance s'érode plus vite que les annonces ne se succèdent. Pour des témoins comme Ousmane, les visages changent, mais les leviers restent ailleurs. L'humiliation s'ajoute à la peur. Septembre 2022 intervient alors comme une correction plus tranchante. La mise en scène est presque identique, annonce à la télévision nationale, mais l'atmosphère diffère. Des soldats jeunes, des uniformes poussiéreux, l'impression d'un pouvoir revenu du terrain. Ibrahim Traoré surgit dans ce moment précis. Il ne promet pas l'impossible. Il affirme que les voies précédentes ont été tentées et qu'elles ont échoué. Dans ce récit, cette parole fonctionne comme un marqueur. Elle valide l'idée que l'action primera désormais sur le symbole. Les répliques sont immédiates et multiples. À l'extérieur, l'événement est qualifié de chaos supplémentaire, parfois de coup d'État dans le coup d'État. À l'intérieur, la rue lit une reprise en main. Deux légitimités s'affrontent sans se reconnaître. L'une s'ancre dans l'urne et la stabilité institutionnelle. L'autre se mesure à la capacité de réduire la peur quotidienne. Cette divergence structure le reste du récit. Un détail visuel cristallise la séquence. Des drapeaux étrangers apparaissent dans les foules aux côtés de celui du Burkina Faso. Le texte demande de ne pas y voir un folklore, mais un signal. Il s'agirait d'un rejet calculé d'un système accusé d'avoir échoué pendant des décennies. Ce geste transforme la rupture interne en message externe. À partir de là, la mécanique s'emballe. Si un dirigeant cesse d'écouter l'ambassade et commence à écouter la rue, il devient une menace, non seulement politique, mais financière. Ibrahim Traoré est alors décrit comme dangereux, moins par une arme que par l'exemple qu'il incarne. Le flux des événements n'est plus linéaire. Chaque action appelle une contre-action. Chaque parole reconfigure les coups. La séquence se ferme sans promesse. Elle laisse une équation ouverte. La rupture a créé une direction claire, mais elle a aussi déclenché une bataille de pression dont l'issue reste incertaine. Pendant des décennies, le récit pose une baseline simple pour les mines industrielles. Environ 90% des bénéfices auraient été captés par des sociétés étrangères, laissant à l'État une part marginale. Cette proportion n'est pas présentée comme une anomalie ponctuelle, mais comme la règle d'un modèle hérité où la valeur circule vers l'extérieur, tandis que les communautés proches des sites supportent les coûts. Le delta envisagé est immédiat. Toute tentative de renégociation ou de recentrage national modifie mécaniquement les marges des acteurs habitués à cette répartition. Autrement dit, toucher à la clé de partage ne crée pas seulement un débat politique, il déclenche un choc économique prévisible. Un second repère chiffré sert à élargir la perspective. Le texte rappelle qu'environ 170% de l'électricité française provient du nucléaire et que 1 sur 3 des usages électriques seraient liés à l'uranium extrait au Sahel, notamment au Niger voisin. La baseline est ici l'importance stratégique d'un minerai pour une économie européenne. Le delta apparaît dans le contraste territorial. Dans certaines zones d'extraction, près de 80% de la population n'aurait pas accès à l'électricité. Ces chiffres ne sont pas utilisés pour mesurer des flux exacts, mais pour ordonner une logique. L'énergie circule vers l'extérieur, tandis que l'espace d'origine reste dans l'obscurité. Le déséquilibre devient visible sans entrer dans la technique. Le troisième axe chiffré concerne la monnaie. Le récit rappelle que les pays utilisant le franc CFA devaient conserver 50% de leurs réserves de change auprès du Trésor français, règle héritée de l'après-guerre. La baseline est institutionnelle.
une contrainte stable, intégrée depuis des générations. Le delta est l'hypothèse d'une rupture, via une sortie du CFA, ou la création d'un instrument monétaire commun au sein de l'Alliance des États du Sahel. Le texte ne promet pas d'effet immédiat. Il souligne plutôt la visibilité politique d'un tel geste. Déplacer la moitié des réserves hors d'un circuit établi reconfigure instantanément les rapports de dépendance. Pris séparément, ces trois chiffres pourraient paraître discutables ou incomplets. Pris ensemble, ils forment une cohérence narrative. À chaque fois, une situation ancienne sert de point de départ, puis un déplacement potentiel crée une zone de friction. Les bénéfices miniers, l'énergie, la monnaie. Trois secteurs différents, une même logique de tension dès que la trajectoire change. C'est dans cet alignement que la figure d'Ibrahim Traoré prend une fonction précise. Il n'est pas présenté comme l'auteur technique de ces transformations, mais comme le vecteur politique qui rend ces deltas crédibles aux yeux des acteurs extérieurs. Dès lors, le récit affirme que la crainte ne porte pas sur une décision isolée, mais sur l'effet d'entraînement. Si un maillon bouge, les autres peuvent suivre. La conclusion de cette partie est volontairement sobre. Les chiffres ne prouvent pas une victoire à venir. Ils expliquent pourquoi la réaction est rapide. Quand plusieurs baselines sont simultanément menacées, la pression devient une réponse rationnelle, presque automatique. La mécanique est posée. La suite du récit va tester jusqu'où elle peut être poussée sans se briser. Une première lecture, dominante à l'extérieur, présente la rupture comme une source d'instabilité structurelle. Selon cette thèse, l'arrivée d'un capitaine jeune entouré de soldats revenus du front fragilise les institutions, expose le pays à des sanctions et accroît la dépendance à de nouveaux partenaires sécuritaires. Le risque avancé est triple: isolement diplomatique, pression économique accrue et affaiblissement des garde-fous civils. Dans ce cadre, la séquence de 2022 serait moins une correction qu'une fuite en avant, susceptible d'aggraver une situation déjà tendue. Cette lecture est cohérente dans sa logique. Elle rappelle que les économies fragiles supportent mal les ruptures rapides, que les chaînes d'approvisionnement sont sensibles aux sanctions, et que la légitimité internationale pèse sur l'accès au crédit, à l'aide et au marché. Elle souligne aussi un danger politique interne. Quand l'exception devient la règle, le retour à des procédures stables peut s'éloigner. La seconde lecture, portée par le récit source, part d'un autre point de départ. Elle ne nie pas les risques, mais les compare à ceux du statu quo. Dans cette perspective, l'urne n'est pas rejetée, elle est jugée insuffisante lorsque la violence devient quotidienne. Les éléments cités sont concrets. Écoles sans livres, hôpitaux sans médicaments, armées sous-équipées, face à des groupes armés mieux dotés. Ici, la rupture n'est pas idéologique. Elle est présentée comme une tentative de rétablir une fonction minimale de l'État, protéger. La réponse du texte ne tranche pas par principe. Elle propose une mécanique. Quand un dirigeant cesse d'écouter l'ambassade et commence à écouter la rue, il devient une menace financière autant que politique. Les chiffres évoqués plus tôt servent de support à cette idée. Bénéfices miniers, dépendance énergétique, contraintes monétaires. Dans cette narration, l'alliance AES réduit le risque d'isolement en rendant la pression plus coûteuse. Si l'un est visé, les autres ouvrent des routes, maintiennent des flux et promettent une réaction commune. La synthèse est prudente. La rupture expose, mais le statu quo expose aussi. La question utile n'est donc pas morale mais comparative. Quelle option réduit le coût humain immédiat et à quel prix différé ? C'est cette balance, plus que les slogans, que le récit invite à suivre autour d'Ibrahim Traoré. Tout se joue désormais à plusieurs. Le récit opère ici un basculement discret mais décisif. Jusqu'à présent, la rupture pouvait encore être lue comme une succession d'événements nationaux, soumis aux aléas internes. À ce point précis, elle change d'échelle. L'alliance des États du Sahel n'est plus présentée comme un simple réflexe défensif, mais comme un mécanisme qui déplace le centre de gravité régional. L'enjeu n'est plus l'idéologie, mais la capacité collective à rendre les pressions plus coûteuses et moins efficaces. Le texte insiste sur un effet géométrique. Lorsqu'un pays est isolé, chaque sanction agit comme un étranglement. Lorsqu'ils sont plusieurs, les mêmes outils perdent de leur netteté. Route alternative, flux maintenu, réponse coordonnée. La pression ne disparaît pas, mais elle se diffuse. Ce changement ne garantit rien. Il modifie seulement les paramètres du calcul. C'est dans ce cadre que Ibrahim Traoré réapparaît. Non comme un chef unique,
mais comme un point d'articulation. Sa fonction dans la narration est de rendre visible une synchronisation inédite entre États voisins longtemps traités séparément. Il ne surplombe pas l'alliance, il en devient un relais lisible, donc contestable. La révélation est simple et inconfortable. Plus cette coordination devient crédible, plus les contre-mouvements gagnent en intensité. La rupture cesse d'être locale, elle devient systémique et donc plus exposée. Du côté de l'État, la rupture décrite produit un effet paradoxal. Dans le récit, l'appareil public se renforce symboliquement en reprenant la main sur des leviers longtemps partagés ou délégués. Sécurité, contrat de ressources, choix d'alliance. En même temps, cette reprise expose immédiatement l'administration à des chocs. Sanctions, suspension d'aide, pression diplomatique et blocage logistique testent la capacité de l'État à absorber le coût de sa propre affirmation. La logique avancée est claire. Un État qui rompt devient d'abord plus vulnérable avant d'espérer devenir plus autonome. La crédibilité se joue alors dans la continuité minimale des services, pas dans les déclarations. Du côté des entreprises locales, les effets sont inégaux. Certaines activités, notamment agricoles, commerciales ou de services essentiels, gagnent en importance stratégique parce qu'elles amortissent les chocs extérieurs. Le récit suggère que l'attention publique se déplace vers ces acteurs, perçus comme indispensables à la stabilité quotidienne. A l'inverse, d'autres entreprises subissent des perturbations immédiates, hausse des coûts d'importation, incertitude sur les partenaires, tensions monétaires. La rupture ouvre un espace d'opportunité, mais sans dividende rapide. Elle impose une phase d'adaptation où la résilience compte davantage que la croissance. Du côté des citoyens, l'impact est plus direct et plus sensible. Le texte insiste sur des sacrifices temporaires, coupure d'électricité, tension sur les biens essentiels, ralentissement des chaînes d'approvisionnement. Ces difficultés sont intégrées dans la narration comme un prix à payer, parfois accepté au nom d'une promesse de dignité retrouvée. Le soutien populaire ne se limite pas à une adhésion politique. Il prend la forme de dons, d'entraide locale et de participation à l'effort sécuritaire. La cohésion devient une ressource, mais une ressource fragile, dépendante des résultats visibles. Du côté régional, enfin, les conséquences dépassent le Burkina Faso. L'Alliance sahélienne modifie la circulation des biens, des décisions et des pressions. La fragmentation régionale, décrite comme un outil classique d'influence extérieure, devient plus difficile à exploiter. Les États voisins observent cette dynamique comme une expérience en cours, capable d'inspirer ou d'inquiéter. Dans cette configuration, Ibrahim Traoré apparaît comme un vecteur central de visibilité, non parce qu'il concentre le pouvoir, mais parce qu'il incarne une trajectoire observée au-delà des frontières. L'ensemble de ces effets dessine une transformation qui n'est ni linéaire ni uniforme. Chaque sphère réagit selon ses contraintes propres, mais toutes sont liées par un même déplacement des rapports de force. Le récit ne promet pas une amélioration rapide, il décrit une phase de tension où la rupture est testée en permanence, par l'intérieur comme par l'extérieur. La question qui s'impose alors n'est pas de savoir si le coup existe, mais qui le supporte, combien de temps et avec quelle contrepartie visible. À ce stade, le récit propose 3 trajectoires possibles, non comme des prédictions, mais comme des cadres de lecture pour mesurer la tension entre continuité et rupture. Chacune repose sur les mêmes variables, sécurité, alliance, pressions extérieures, mais les combine différemment. Premier scénario, celui d'une consolidation fragile. Dans cette hypothèse, les efforts sécuritaires produisent des résultats partiels. Certaines zones se stabilisent, d'autres restent sous tension. L'alliance sahélienne continue d'exister, mais ses instruments économiques avancent lentement. Les sanctions persistent sans s'intensifier, maintenant une pression constante mais gérable. L'État regagne une marge d'action tout en restant exposé aux ruptures logistiques et aux chocs exogènes. Ce scénario ne transforme pas l'équilibre régional, mais il empêche un retour complet au statu quo. Deuxième scénario, plus optimiste, celui d'une bascule stratégique. Ici, les progrès sécuritaires deviennent plus visibles et plus réguliers. La coordination entre États voisins se renforce, ouvrant des corridors logistiques et harmonisant certaines règles sur les ressources. Les pressions extérieures perdent en efficacité relative, car les réponses deviennent collectives. Dans cette configuration, Ibrahim Traoré
apparaît moins comme un dirigeant isolé que comme un coordinateur parmi d'autres, inscrit dans une méthode régionale. La dynamique attire l'attention d'États observateurs qui voient dans cette trajectoire une alternative crédible à des dépendances anciennes. Troisième scénario, pessimiste, celui de l'étouffement. Les contre-mouvements prennent l'avantage. Sanctions renforcées, campagnes de désinformation, perturbations économiques et résurgence de l'insécurité affaiblissent l'action publique. L'alliance sahélienne se fragilise sous le poids des pressions combinées et des tensions internes. La priorité devient la survie institutionnelle, au détriment des réformes structurelles. Ce scénario réinstalle progressivement les anciennes dépendances que la rupture cherchait à corriger. Pour lire ces trajectoires sans se laisser piéger, le texte propose une règle simple. Aucun scénario n'est figé. Chaque action provoque une réaction, chaque pression crée soit une solidarité nouvelle, soit une fracture. La variable décisive n'est pas un homme, mais la capacité collective à transformer une mobilisation en méthode durable. La question reste ouverte, quel scénario réduit le plus rapidement le coût humain sans recréer les vulnérabilités d'hier ? À ce point du récit, les enjeux géopolitiques cessent d'être abstraits. Ils se traduisent différemment selon la position du lecteur, et c'est précisément cette diversité de perceptions que le texte cherche à rendre lisible. La rupture décrite n'affecte pas tout le monde de la même manière, mais elle traverse plusieurs cercles d'attention. Pour ceux qui vivent dans la région, l'impact est d'abord quotidien. Le récit insiste sur une alternance instable entre inquiétude et détermination. Coupure de services, tension sur les biens essentiels, effort sécuritaire visible mais incomplet. La vie se réorganise autour de l'incertitude. L'effet principal est émotionnel. La peur n'est jamais totalement absente, mais elle cohabite avec une conviction émergente. La résignation coûterait plus cher que l'effort. Dans cette logique, deux gestes simples prennent de l'importance. Rester informé de manière régulière et renforcer les solidarités locales pour amortir les chocs. Pour ceux qui vivent loin, notamment dans la diaspora, l'impact est médiatique et cognitif. Le texte souligne un risque de distorsion permanente. Les événements circulent à travers des cadrages extérieurs, souvent polarisés, qui transforment la complexité en slogan. Le lecteur distant se trouve alors face à une tension, soutenir sans simplifier, s'indigner sans aveuglement. Deux attitudes sont suggérées, vérifier avant de relayer, et privilégier des échanges qui dépassent la logique du camp. Pour ceux qui observent le Sahel depuis l'extérieur, enfin, la rupture agit comme un rappel. Les crises régionales ne sont jamais isolées. Elles influencent les prix, les politiques migratoires, les choix diplomatiques. Le geste utile ici consiste à replacer chaque épisode dans une chaîne longue, plutôt que dans une réaction immédiate. La fonction de cette partie est claire. Transformer l'attention passive en vigilance active, sans illusion de contrôle. Le récit insiste sur un point central. Une rupture ne tient pas par l'élan, mais par une méthode. Il ne s'agit pas d'un plan technique exhaustif, mais d'une séquence d'actions mesurables, capable d'absorber les chocs sans promettre l'impossible. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré n'est pas présenté comme une solution unique, mais comme un point d'appui autour duquel une architecture collective doit se stabiliser. Première étape, dans les 2 premiers mois, sécuriser l'essentiel. L'effort se concentre sur les corridors vitaux, routes d'approvisionnement, hôpitaux, zones de marché. Les communautés locales organisent l'entraide pour combler les vides immédiats. Le critère d'évaluation est simple, baisse des ruptures de services critiques et continuité minimale des stocks médicaux. Deuxième étape, entre le 1er et le 4e mois, stabiliser l'information. Autorités, médias locaux et relais civiques diffusent des points réguliers, sobres et vérifiables. L'objectif n'est pas de convaincre, mais de réduire l'espace des rumeurs. Le résultat attendu se mesure par une diminution des paniques locales et une meilleure cohérence des messages publics. Troisième étape, du 2e au 6e mois, verrouiller la coopération régionale. Les États de l'Alliance sahélienne synchronisent logistique, frontières et réponses aux pressions extérieures. Le succès se lie dans le maintien des flux commerciaux régionaux malgré les contraintes. 4e étape, entre le 3e et le 9e mois, rouvrir le dossier des ressources, audit des contrats,
exigence minimale de retombées locales, règles plus claires. Les indicateurs sont la transparence accrue et les premiers signes de redistribution. 5e étape, entre le 6e et le 12e mois, bâtir une résilience durable. Réinvestissement progressif dans l'école, la santé et l'administration, sous le regard vigilant de la société civile. La mesure finale n'est pas l'enthousiasme, mais la régularité. Le fil conducteur est constant. Transformer une mobilisation fragile en système capable de survivre aux pressions et aux hommes. Le récit revient au visage qui a servi de boussole depuis le début, Ousmane. Rien, dans sa vie, ne ressemble aux grandes scènes diplomatiques ni aux débats stratégiques. Sa fatigue n'est pas une statistique, c'est une mémoire accumulée, celle d'une génération qui a voté, attendu, espéré, puis appris à compter les nuits plutôt que les promesses. À travers lui, chaque rupture est jugée à une seule aune. La vie est-elle plus praticable demain qu'hier? Dans ce cadre, Ibrahim Traoré cesse d'être un nom répété dans les titres et les commentaires. Il devient un test. Non pas celui d'un homme providentiel, mais celui d'une méthode capable de dépasser l'instant. Le texte insiste sur un danger intérieur, plus silencieux que les sanctions, l'attente de miracles. Quand un dirigeant est transformé en symbole absolu, le risque est que la société regarde au lieu de construire. La mécanique décrite réclame l'inverse. Des citoyens qui tiennent la ligne malgré les coups, des administrations qui résistent à la corruption ordinaire, des solidarités qui comblent les vides, même quand le prix du riz augmente et que l'horizon reste incertain. Ousmane, lui, ne demande pas un héros imprimé sur un t-shirt, il demande une vie praticable, et si la rupture doit durer, elle devra devenir une routine, pas une légende. Une rupture sans système retombe. C'est en ce sens que Ibrahim Traoré apparaît ici comme un début, pas comme une fin. La séquence se referme sans consigne ni slogan. Elle propose une posture. Dans un environnement saturé de récits rapides et de jugements immédiats, le texte invite à choisir une méthode d'attention plus exigeante. Lire lentement, vérifier avant de relayer, refuser le confort du récit unique, qu'il provienne d'un média dominant ou d'une ferveur militante. À chaque épisode, posez la même question: quel mécanisme est à l'œuvre et qui en supporte concrètement le coût? Cette approche ne promet ni clarté totale, ni certitude morale. Elle offre mieux, une capacité à distinguer le symbole du système. Dans cette histoire, les visages attirent l'œil, mais ce sont les règles, ressources, monnaies, alliances, informations qui façonnent la durée. Se concentrer sur ces leviers permet de rester lucide quand les émotions montent et que les pressions s'intensifient. Si une discussion doit s'ouvrir, qu'elle commence par là. Non pour choisir un camp par réflexe, mais pour comprendre les enchaînements avant de prendre position. La vigilance n'est pas une neutralité molle, c'est une responsabilité. Alors face à ce récit, quelle mécanique mérite, selon vous, d'être observée en premier? Dans le Sahel, un mouvement jugé dangereux prend forme. Le récit convoque Lumumba et Sankara, puis affirme que le même étau se resserre et que la cible se déplace vers un homme, un pays et un système. Si cette mécanique est vraie, que paie-t-on vraiment quand Ibrahim Traoré devient dangereux dans la narration des villages sans livres ni médicaments, ou des économies lointaines branchées sur l'or, l'uranium, le CFA et les contrats? Dans les prochains mois, sanctions, rumeurs, réseaux et unité. La promesse de ce récit est volontairement limitée. Comprendre une mécanique, pas juger une personne. L'intérêt pour le lecteur est clair. Distinguer ce qui relève d'un récit mobilisateur de ce qui ressemble à une chaîne cause-effet vérifiable, sans mythifier un homme ni diaboliser un camp.